Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour Zéro où cette semaine je suis accompagné de la viennoiserie, Messire Croissant et on va vous parler de deux trois trucs, notamment d'annonces et d'actualités qui ont eu lieu cette semaine. Le sujet principal de cet épisode sera le calling qui a eu lieu à Birmingham, où on a quelques Français qui se sont déplacés et on a eu, des résultats inattendus, vis-à-vis des prédictions qu'on faisait de la méta. Heu et ensuite on vous parlera, rapidement parce qu'il est pas nécessaire de s'épancher pendant 1000 ans sur, l'annonce de la prochaine édition de Fab, qui soulève, quelques questions, heu, mais qui dans l'ensemble est assez stylée. Avant, d'entamer tout ça, mon cher Croissant, comment vas-tu? Bah, ça va bien, ça va très bien. Et toi? Bah, ça va, je suis prêt à enregistrer parce que la semaine j'étais pas là parce que j'étais malade, mais je suis bien et Ouais, ta mais semaine sur Fab? bah, écoute, ma semaine sur Fab, qu'est-ce qui s'est passé? Pas, énormément de choses. J'ai suivi un peu le calling, j'ai fait deux trois games par-ci par-là, j'ai theorycraft un petit peu par-ci par-là, toujours rien de concluant, pour mon choix de deck des Nats. Aïe, aïe, aïe. Ça n'avance pas, c'est très Le temps complexe. passe, hein. Et sinon, je crois que j'en avais parlé un petit peu, pardon. Excusez-moi, la journée a été longue. Je crois que j'en avais parlé un petit peu, notamment, lors de la deck tech que j'ai faite pour la chaîne, de Kano. Du fait que j'allais jouer dans la ligue de Wellan, la petite ligue, interville, en blitz pour cette édition. Du coup, il y a 8 participants, et on joue, voilà. Comme je ne sais pas si Oui, l'épisode sortira avant certainement, ou après, ouais. parce que j'ai pas leur timing de sortie. En fait, j'ai joué mon match ce soir, mais du coup, je donnerai pas le résultat parce que au cas où cet épisode sorte Ah bah, on leur avant laisse le les suspense. sorties, je leur laisse à eux annoncer et je laisse le suspense. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que la game était assez cool à jouer. Mais en même temps, j'ai joué Kano et il y a très peu de games que j'aime pas jouer avec Kano. Globalement, en fait, maintenant que je maîtrise de mieux en mieux mes match-ups et tout ça, même les match-ups défavorables, je trouve beaucoup d'intérêt à les jouer et je trouve des trucs vraiment très intéressants dans les choix à Ouais, faire, dans les timings à exploiter et tout ça. Du coup, j'ai vraiment kiffé la game. Et voilà. Du coup, je vais pas m'attarder dessus parce que, bah, du coup, ouais, vous la verrez ne quand elle révèle pas trop. sortira. Ouais, et puis même, enfin, vous la verrez, quand elle sortira. Allez la voir, si vous avez envie de voir du bon gameplay, sur la chaîne, quand elle sortira. De toute façon, je crois que Wellan remet les vidéos, enfin, il les reposte dans le Discord France, dans le channel création de contenu. Donc n'hésitez pas à guetter, et puis, enfin pas que le mien, hein, parce qu'il y a du coup on est 8, donc il y a 4 matchs, 4 quarts de finale et puis après il y aura 2 demi-finales et une finale. Heu et du coup, hésitez pas à aller regarder même les autres. Là, je sais qu'il y en a au moins un, voire peut-être 2, j'ai un doute, qui sont sortis. Heu et bah, c'est super cool, ne serait-ce que pour soutenir l'initiative, parce que enfin, c'est un truc qui est fait complètement bénévolement de leur part, de la part de Wellan et des autres personnes qui l'aident là-dessus. Et rien que pour ça, moi je trouve c'est super cool le concept et donc allez soutenir ça et allez voir les matchs. Mais sinon non, j'ai eu l'idée de mon prochain deck de Blitz, je pense, puisque comme tout le monde le sait, il faut que j'arrête de jouer Kano parce que je terrorise les nouveaux joueurs et en ce moment, il y en a Mmh. plein. Du coup, je vais peut-être, tester ça jeudi parce que, bah, jeudi, je ne travaille pas, donc je vais sûrement faire le Blitz. Donc je vais sûrement tester ça, sauf si au dernier moment je décide de tester une liste de canaux à la place. Ce qui arrive souvent quand j'essaye de jouer autre chose. En fait, comme en ce moment j'ai pas trop le temps de jouer, enfin en tout cas en tournoi, heu, il y a beaucoup de fois où je me dis: «Oh j'ai envie de tester ça» et où en fait juste j'ai envie de faire des games de tournoi avec Kano parce que j'ai moins l'occasion d'en faire qu'avant et que Tu je joues pas kiffe trop assez ça. pour te perdre sur des idées bizarres. Bah, en fait, ouais, c'est ça, j'ai par rapport à une époque où je faisais genre 3 ou 4 armories par semaine et où du coup, genre, j'en faisais 2 avec Kano et 2 avec whatever, parce que j'avais mon «temps de jeu de Kano» entre guillemets. Là, j'ai plus le temps de jeu de Kano et du coup, quand j'ai du temps de jeu possible, j'aime bien le faire avec Kano et pas avec autre chose. Mais bref, si, vous me croisez à l'armory, vous verrez.
en sachant que du coup, ce sera déjà passé quand vous entendrez cet Ouais. épisode. Et on Mais saura si tu as joué Kano ou voilà pas. et on saura, si j'ai joué Kano ou pas. Mais voilà. Et toi, ta semaine, Pipiou? Bah, moi, j'essaie de retourner aux armoiries du jeudi. Du coup, Mmh. la semaine dernière, j'étais pas là parce que j'étais malade, mais j'ai quand même fait 2 armoiries d'affilée. Mmh. Comme, LSS m'a offert un nouvel illusionniste en la qualité de Prism, je me suis dit que j'allais la jouer en blitz. Du coup, je joue, Prism avec, le vieux Luminaris. Et bah, heureusement que Luminaris est banni, hein, parce que, je vais pas te mentir que la nouvelle Prism avec le Avec vieux Luminaris, Luminaris ouais. en construit, ce serait une dinguerie comment ce serait cochon. Genre, vraiment on a l'impression que c'est fait pour ça. Entre, bah, les jaunes que tu pitches à foison pour faire des heralds qui vont chercher des anges et Shah Goegen et machin, enfin bon, c'est trop bien. Mais, ça souffre, cruellement des decks, comme Reinhardt par exemple. Genre, je ne sais pas si le deck peut être tourné d'une certaine façon, pour qu'il puisse, battre Reinhardt. Ou alors ça voudrait dire, jouer la vieille Prisme et des auras et vachement plus de défense et Mmh. genre, tu t'en sors comme ça. Mais cette Prisme-là, avec ses 16 points de vie, bah, en fait, elle est morte en un tour. Donc, si l'adversaire il aligne correctement ses cartes, bah, en fait, tu peux jamais gagner parce qu'il a des poppers pendant ton tour et de quoi te tuer pendant le sien. Du coup, Ouais. c'est compliqué. Mais le deck est très amusant, notamment contre les decks aggro, parce que vraiment, bloquer avec 2 cartes, puis faire, pitch, jaune, Herald, ça touche, va chercher Figment of Erudition, Ponder, je fais un ange, Arsenal, un Herald, et au tour d'après, tu bloques avec 3 cartes et tu fais Herald, Pigment, fais un dégât d'arcane, gagne 4 points de vie, et tu fais pouah, ça fait tellement de value aussi vite. Donc, pour ça, c'est assez cool. Mais du coup, j'ai aussi essayé de la jouer en construit, sur Talisha, entre autres. J'ai rassemblé des cartes et tout. Et bah, si vous consommez du contenu anglophone et que vous suivez un créateur de contenu qui s'appelle Fino Black, un joueur assidu, qui est un fan de Prism, et qui l'a beaucoup joué, bah, il a fait une vidéo qui résume assez bien, les conclusions auxquelles on peut arriver sur Prism. C'est-à-dire que, on dirait qu'il lui manque quelque chose. C'est un nouveau héros avec des nouvelles cartes, des nouvelles mécaniques, mais qui en réalité a reçu assez peu de nouvelles cartes, puisque toutes les rares de l'édition qui la concernaient, en fait, sont des cartes, heu, bah, qui sont des réimpressions, donc c'est pas des nouvelles cartes. Du coup, beaucoup des joueurs arrivent à cette conclusion que, le héros est très intéressant, mais qu'il a des lacunes, assez phénoménales. Par exemple, la nouvelle Prisme. Enfin genre, le c'est-à-dire que si on trouvait que Usuri avait un mauvais match-up contre Dromai, je pense que cette Prisme-là, c'est encore pire. Genre, il y a rien qui va quand on affronte Dromai avec, cette Prisme-là. Et du coup, bah, en fait, le deck a des défauts qu'on pourrait combler en mettant des cartes qui ne bloquent pas, mais en mettant des cartes qui bloquent pas, on lui crée un défaut qui est de mal bloquer. Mais du coup, si on les enlève, bah, en fait, on perd dans certains match-up. Du coup, le deck est ultra polarisé, mais intéressant quand même. Mais vas-y, il n'est pas encore, résolu. Heu, je pense que, il faudra encore plus de temps que prévu pour aboutir à un truc qui ressemble à quelque chose. Mais du coup, je l'ai un peu joué et là, cette semaine, je me suis dit: «Bon, ça suffit les conneries, les nationaux, c'est dans un mois. Faudrait que je reprenne la main sur le seul deck qui vaudrait la peine d'être joué dans mon arsenal». Du coup, je recommence à travailler, Dromai avec, les derniers ajouts de Dusk Till Dawn et en vrai, c'est pas mal, ça fait du bien. Il va falloir que j'arrive à vaincre ma bête noire qu'est Lexi parce que, c'est un peu comme contre Faille. J'ai un peu tendance à partir perdant contre, ces 2 decks-là, alors que, bah, en vrai, le deck peut gagner et du coup, ça noircit beaucoup, l'entraînement que j'ai, contre ces decks-là. Parce que je suis en mode: «Bah, vas-y, je peux pas gagner, ça casse la tête». Mmh. Donc voilà, faudrait que je bouille de ces trucs-là. En fait, j'ai tendance à me complaire dans les match-ups que je gagne déjà. Genre, je suis super content d'affronter Islander, Kano et Usuri, mais en même temps, comme j'ai le match-up, bon, voilà. Alors qu'en vrai, il faudrait que je m'entraîne contre Bravo Ouais, et contre contre, ceux Lexi. où
Contre Faille, je pense que j'ai plus besoin d'entraînement parce que j'ai assez joué, donc je sais très bien ce qu'il faut faire et bah faut juste que je le fasse. Mais contre Lexi et Bravo, je manque cruellement d'entraînement, donc il faudrait très fort que je m'entraîne contre ces decks-là. Hmm. Et, et puis sinon, bah, j'ai suivi le calling en fait, comme toi, parce que c'était à une heure décente, c'est-à-dire pas aux États-Unis, et que c'était accessible sur YouTube, et que c'était très cool. Et d'ailleurs, je te propose qu'on passe à ce sujet-là, si tu n'as rien à rajouter. Non, bah sur la semaine, non, j'ai rien à ajouter. Ouais, c'est tout bon. Du coup, ce week-end a eu lieu à Birmingham, enfin ce week-end. Comme nous, on enregistre mardi, en fait, c'est le week-end qui est pas très très loin, mais pour ceux qui écouteront cet épisode, ce sera le week-end dernier. A eu lieu du coup à Birmingham pendant 2 jours. Un calling, qui est un calling européen, et vu le peu qu'il y en a eu, c'est notable. Du Oui. coup, il y a toute l'Europe qui s'est déplacée. Il y avait des joueurs d'à peu près partout. Il y avait même pas mal d'Américains, en vrai. Il y avait aussi au moins quelques Néo-Zélandais, puisqu'il y avait Matt Rogers, notamment. Donc il y avait vraiment. Enfin, disons ça rappelle un petit peu, et désolé, je te coupe, hein, mais ça rappelle un petit peu que l'Europe, c'est quand même assez central. C'est le centre du Les monde. États-Unis aussi, mais genre l'Europe, c'est quand même un lieu où c'est peut-être plus simple pour certaines personnes qui viennent de loin de venir et tout, qu'il y a des choses à faire quand tu coupes des semaines de vacances pour les gens qui ont le budget et tout ça, que ça permet aussi pour certaines personnes peut-être de faire un premier repérage pour les Worlds. Enfin, il y a plein de trucs, et du coup, je pense que le fait qu'il y ait eu autant de gens et qu'il y ait eu autant de gens de plusieurs pays et de plusieurs continents, ça va aider aussi à faire qu'on va avoir plus de calling en Europe, j'espère en tout cas. Ouais. Parce que bah, ça montre qu'il y a un public en fait, et qu'il y a un public, il y a une Ouais. possibilité d'accès, et c'est super cool. Moi, j'y vois un autre truc aussi, c'est que les communautés européennes sont des communautés beaucoup moins organisées que les communautés anglophones, donc aux États-Unis et genre en Nouvelle-Zélande, enfin en Océanie, etc. Et du coup, c'est beaucoup plus compliqué pour les joueurs européens de s'organiser pour se déplacer. Mm. Et d'ailleurs, ça se voit, quand il y a un calling aux États-Unis, tu as peu de joueurs européens, Ouais. voire quasiment pas de joueurs européens, alors que dans l'autre sens, c'est le cas. On peut aussi se dire que bah, le jeu grandit suffisamment pour que les gens s'investissent vraiment dans le déplacement partout dans le monde pour faire même juste les callings. Euh, Autant pour les Pro Tours et les Worlds, ça m'étonne pas que les gens se déplacent. Autant pour les callings, bah, c'était pas évident, donc je trouve ça cool. Ouais, ouais. Mais du coup, surtout, l'intérêt de Birmingham, c'était que c'était le premier calling après Dusk Till Dawn à 2 semaines de la sortie, 2, 3 semaines de la sortie, je sais plus. Euh, Bah, c'était le 27 juillet et c'est sorti officiellement le 14. Donc après, il y avait eu les Donc ça fait pré-releases et deux tout, semaines. mais Donc ça fait deux c'est semaines. ouais, c'est 2 semaines après la sortie, Ça fait quoi. 2 semaines de sortie effective, donc on va dire Mm. à peu près un mois d'entraînement sur l'édition, parce que ça fait à peu près un mois qu'on a les cartes dans l'ensemble. Et du coup, bah, c'était l'occasion, en tout cas, de voir un tournoi de grande envergure avec des joueurs qui se déplacent, de voir après les Battle Hardnet qui ont eu lieu, comment est-ce que la méta euh, s'organise autour de Lexi, autour de Dromai, autour des nouvelles cartes, des nouveaux héros, etc., etc. Et du coup, je vais demander à Knight, notre régisseur, de faire apparaître la répartition des héros. Et bah, il y avait beaucoup de Lexi. Ça, c'est la Euh, partie avec laquelle on s'attendait. ouais, c'est ça. Tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup de Lexi, parce que même si le deck a souffert de son ban Bracers et qu'il a maintenant des lacunes et des défauts, il reste quand même probablement le meilleur deck aggro du format. Et je pense que je prends pas trop de risques en disant ça. Et, du coup, il y avait ce qui est censé être son prédateur, Dromai, du coup, qui était représenté, bien représenté, le deuxième deck le plus représenté du Mhm. tournoi. Et juste derrière, il y avait Bravo, avec pas beaucoup moins que Dromai. Et ensuite, on avait Braillard, puis Levia, beaucoup, beaucoup de Levia. Katsu, Islander, Viserai, Usuri, Azalea, et puis d'autres qui n'est pas la peine de mentionner. Euh, je sais plus combien il y avait de joueurs exactement. Je vais faire un rapide Je calcul crois que c'est mathématique. 427. Alors attends, faisons des mathématiques. Aiguille la calculette. S'il y avait... Attends.
Est-ce que ça marche? Raté. Je sais jamais faire des produits en croix. Hop, toujours pas. Il y avait combien de joueurs? Je crois que c'était 427, mais 427. Attends, 420 ou 427? 427, je D'accord. crois. 12 Vincent, mais 427. Il y avait, il y avait 12 Vincent, mais 427 joueurs et joueuses. Vous l'avez le OK, chat? c'est bon, j'ai le score. Vous Bon, l'avez? il a fallu que je fasse, je sais pas combien de calculs sur ma calculette. Il y avait 16 de Lexi. Ce qui est pas beaucoup, en fait. Enfin, si, c'est pas mal, mais 16 ça va. Bah, ça montre encore une fois que, on a, un jeu dans lequel beaucoup de choses sont viables et il y a beaucoup de gens qui, comme le jeu est encore nouveau, jouent les choses entre guillemets «qu'ils aiment». Mmh. Et ça amène à, même un deck qui est vraiment perçu comme, le meilleur à un instant T, le meilleur choix, le meilleur deck et qui est le deck le plus représenté, n'est qu'un pourcentage pas si énorme de la méta. Alors après, heureusement que c'est pas si énorme parce que si on était plus proche des 30-35%, on s'approcherait de pourcentages qui sont potentiellement problématiques. Mais là, 16%, ça montre qu'on a une méta où plusieurs choses sont viables, plusieurs choses sont des pics envisageables et où on a une méta qui est relativement ouverte. Et ça, c'est cool. Oui. Bah, surtout qu'on sent que, le dernier Battle.net a mis en lumière l'efficacité de Warmonger's Diplomacy Mm. contre Lexi et on sent que, ce tournoi, il y avait vraiment ce côté genre, comment dire? La graine a été plantée de peut-être que Warmonger's Diplomacy, c'est un banger de cartes et Ouais. genre les gens ont commencé à le voir et là, à ce tournoi, ça s'est concrétisé parce que, heu, il est très fort probable que les 44 bravos qui étaient présents soient en fait 44 Oldhim qui n'ont plus le droit de jouer à un vieux papy, qui a très Mm. froid. Et du coup, enfin genre tous les bravos qui sont passés en stream et les retours qu'on a eu de nos amis français qui y étaient, c'était: «Bah, tous les bravos, ils jouent Fatigue» et Mm. bah, c'est un peu inattendu. Enfin, c'est un peu inattendu. On s'attend pas forcément à ce que Bravo joue Fatigue et visiblement, c'est la stratégie qui a été adoptée pour, contrecarrer les Lexi. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que c'est aussi la stratégie qu'utilise Uzuri, d'une certaine manière et c'est aussi la stratégie qu'utilise en partie Dromai à partir du moment où elle a touché Tomeltai. Donc en fait, on sent que, l'importance des Bravos et des Dromai et un petit peu moins des Uzuri, se fait sentir aussi parce qu'il y a plus Bracers et en fait, Bracers était une des armes qu'avait Lexi pour, mettre une pression phénoménale sur un ou 2 tours clés, contre Fatigue et qui lui permettait de gagner la partie comme ça. Et on sent que ça lui manque du coup maintenant. Parce que les Bravos arrivent à fatiguer les Lexi. Alors, il y a cet élément-là, qui est l'élément assez évident et qui est aussi un élément par rapport aux agros dont je vais parler juste après. Par rapport au fait que Bravo puisse les fatiguer, c'est aussi parce que les Bravos les Bravos étaient extrêmement tech pour. Mmh. Là où les Lexi avaient enlevé les Codex of Inertia notamment et ce genre de cartes, qui étaient les cartes qui étaient les armes un peu anti-fatigue de l'époque Oldhim. Et en Mmh. fait, comme Oldhim n'était plus là, la plupart des listes de Lexi étaient passées sur quelque chose de encore meilleur pour battre les agros ou avec un peu plus de tech Dromai, mais en enlevant les 5, 6, 7 slots qui étaient là pour contrer la fatigue contre Oldhim. Et c'est des slots qui ont beaucoup fait défaut au Bravo, enfin qui ont beaucoup fait défaut pour le match-up Bravo, au Lexi ce week-end. On a vu d'ailleurs qu'il y a beaucoup de Lexi qui ont perdu à 10, 15, 17 PV près sur le jour 1. On a des récits sur Twitter de gens qui disent ouais, j'ai battu Lexi avec Bravo, j'avais 15 PV, etc. Et en jour 2, on a des récits que les games étaient beaucoup plus close. Et on a aussi beaucoup de joueurs, dont je crois des gens comme Glenn, des gens comme ça en Belgique, qui sont des très très bons joueurs, qui ont fait des témoignages aussi sur Twitter, enfin des témoignages, ça paraît très, très grave comme terme, mais qui ont communiqué sur Twitter sur le fait que beaucoup de Lexi avaient, même sans avoir les armes dans les listes, c'est-à-dire sans avoir les codex of inertia et tout ça, avaient réussi à adapter un petit peu sur leur façon de jouer
et que les games étaient beaucoup plus close le lendemain, et qu'il y avait vraiment eu, notamment sur le jour 1, un énorme élément de surprise de ces Bravos overtech pour le match-up, contre des Lexi pas tech du tout. Parce que on s'attendait pas à affronter ça. L'autre point, c'est que pour moi, alors bien sûr, les Bullseyes étaient très clés dans ce match-up pour faire une dernière endless à 8 sur un tour de Rainrazor qui pushait 8 dégâts, qui revenait dans la main pour le tour d'après, et c'était extrêmement bon. Mais pour moi, Bullseyes, c'était aussi ce qui faisait un petit peu en partie. Enfin, en fait, c'était la combinaison de Bullseyes et des power cards de Lexi qui faisait que Lexi était dans un spot un peu de tiers 0 au sein des agros. Et je dis bien au sein des agros, pas tiers 0 dans la méta, parce qu'il y avait Jury, il y avait Dromai, il y avait avant Holdim et tout ça. Mais parmi les agros, je pense que la plupart des joueurs étaient d'accord pour dire que, à part à vouloir counter spécifiquement Dromai, avec des choses comme Viscerai, Katsu ou Faille, Lexi, avant le ban de Bullseyes, était le meilleur deck aggro. Et si tu voulais jouer aggro, tu jouais Lexi. Le ban de Bullseyes, pour moi, a ramené les aggros, et on le voit aussi sur ce spread-là, dans un tiers plus proche les uns des autres, avec moins ce côté évident de on veut jouer aggro, on joue Lexi. Et on le voit avec 40 Braillard, on le voit aussi avec 39 Levia, qui est pour moi vraiment un deck aggro, même s'il y en a qui peuvent être un peu plus mid-range, mais c'est un deck de chiffres, un deck agressif. Et Levia a aussi beaucoup profité de plein de cartes dont on a déjà parlé, mais de toute la sortie de Dust Till Dawn. On voit aussi Katsu avec 29, dont la plupart étaient des agros. Je sais pas s'il y avait, je crois qu'il y avait quelques listes peut-être un peu plus contrôle, plus turtle, mais globalement. L'ensemble était très bourrin quand même de ce que j'ai Voilà, vu. c'est ça. La plupart des listes étaient plutôt agro. Viscerai aussi, Azalea qui est un petit peu un agro aussi, Dash, enfin voilà. Alors là, on commence évidemment à être sur des chiffres en dessous des 20, mais on voit que tous ces decks-là ont fait une résurgence. Ça aurait pu être des Lexi. Exactement. Je pense que sans le ban de Bullseyes, alors évidemment, ça aurait été très différent parce qu'il y aurait potentiellement eu d'autres changements et tout, mais si là, juste, on prend la même chose, mais avec Bullseyes légal, je pense que on a peut-être une vingtaine de braillards qui sont en fait des Lexi, on a une bonne quinzaine de Katsu qui sont des Lexi, on a peut-être plus de Dromai parce que des gens qui étaient sur des trucs un peu plus sombres pour tenter de fatiguer Lexi, on en parlera après, mais notamment les Warriors auraient peut-être été sur des Dromai ou des Gardiens. Donc on a un spread qui, je pense, aurait eu plus des 3 decks les plus représentés et vraiment un gros gap entre ces 3-là et le reste. Du coup, c'est bien que ce soit pas le cas. Et donc, dans ce sens, le ban était très bon. En stream, il y avait des games super stylés. C'était trop cool, on a vu plein de choses différentes. Alors, la chaîne sur YouTube, je crois que c'est Tabletop 24, un truc comme ça. Et si vous tapez Calling Birmingham, vous devriez y retrouver. Et ils ont les rediffs du stream sur YouTube. D'ailleurs, ils n'entendront probablement jamais ça, mais le stream et l'événement avaient l'air trop stylé sa mère. Le stream était trop cool. Genre, je l'ai regardé en fond. Je sais que j'avais pas accroché à 2-3 autres coverages de Calling. Là, j'étais en mode, je comprends l'anglais. Les images sont claires, sont nettes. La régie est on point. Les noms des joueurs et leur point de vie sont au bon endroit. Banard. Voilà, non, le stream était vraiment très très bien. Si vous voulez le regarder, il y a des games très intéressantes. Et sur place, il y a beaucoup de joueurs qui ont dit que c'était un des meilleurs events qu'ils avaient fait, en termes de logistique, d'ambiance, etc., que c'était vraiment très 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 bon. Mais ça avait l'air, parce que par exemple, il n'y avait pas de retard sur les rondes. Genre, à 15h, ils ont lancé le top 8 le dimanche. Et c'est bien, 15h pour lancer. C'est tôt, genre vraiment. C'est pas mal quand même. Enfin, l'organisation avait l'air c'est tôt, mais dans le bon sens du terme, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est tôt, Genre, mais c'est tôt, ils ont mais fait c'est bien. C'est qu'ils sont chauds. Mais voilà. Du coup, on a parlé de la méta, on a parlé des trucs. Il est probable que pas mal des Dromai d'ailleurs étaient des Dromai en presse, parce que visiblement tous les Dromai que j'ai vus en stream avaient l'air de bourrer salement avec des Flame Awakening et des Blazed Long. J'ai l'impression qu'effectivement il y avait plus dans le presse, mais c'était pareil sur les 2 BH précédents. Oui, non, c'est pas. Les Dromai avaient performé, c'était.
Non, mais c'est pas pour. Enfin, c'est pas pour contredire, mais justement, c'est pour dire que la trend actuelle a l'air d'être plutôt que les Dromai sont plus en presse. Et je pense que ça vient aussi du fait que les joueurs et joueuses de Dromai ont eu la lucidité, en quelque sorte, d'anticiper que Lexi allait être moins représenté qu'avant. Et que du coup, Big Dragon, qui est extrêmement fort contre Lexi et dans d'autres match-ups, avait peut-être plus de mal contre les match-ups qui allaient remonter un peu, les agros, les ninjas, les viscerailles, les Levia et tout ça potentiellement. Et que Empress avait peut-être un peu plus de sens parce que tu gardais un match-up positif contre Lexi grâce à la value que tu pouvais faire avec les dragons 0 et One Ghost que tu joues. Mais tu as aussi une meilleure capacité à affronter ces decks-là qui reviennent un peu d'entre les morts avec le ban de Bracers, que tu aurais eu plus de mal à gérer en ayant des listes Big Dragon. Ouais. Et en même temps, c'est probablement une liste qui a quand même quelques faiblesses, quelques défauts, Bien notamment de sûr, se faire bourrer par Islander. bien sûr. Mais du coup, je te propose qu'on passe au top 8 du bowling, si ça te va. À moins que tu aies d'autres Ça me choses à va, ouais, rajouter. non, ça me va. Je pense que juste sur la méta, le dernier petit truc, c'est que je pense que beaucoup de gens. Enfin, en fait, je pense que ce calling est hyper intéressant parce que moi, je pense que il va être un peu une méta unique. Dans le Oui, sens où je je pense pense que que le calling Birmingham, des fois on voit ça sur des jeux, le calling Birmingham aura eu sa propre méta et vraiment sa propre méta. Et je pense que la méta des nationaux sera à nouveau différente de celle-là. mmh. La Bah, méta des BH, c'était je pas doute qu'il y ait celle-là. autant de Bravo, par Ouais, exemple, par sur les exemple. nationaux. Ou qu'il y ait des Warriors fatigue qui perfent pas trop mal en stream parce qu'on a vu qu'il y en avait plusieurs jouant à 5-0 ou 5-1. Et du coup, je pense que il y a pas mal de choses qui n'ont pas forcément été très présents ou très impactants sur la méta des 2 BH avant, qui là ont fait une grosse percée, notamment Bravo Fatigue, mais aussi Katsu, on va voir avec le top 8 juste après. Et je pense que ces decks-là vont pas forcément être des decks qui vont perdurer et qui feront des bons résultats à ce point-là dans la méta des nationaux. Mais je peux me tromper. Mais je pense qu'on va vraiment avoir un méta snapshot de Birmingham qui va être assez unique et assez figé dans le temps. Mmh. Et ce qui est amusant, c'est que moi, j'en parlais les dernières fois où j'étais, dans le podcast. J'étais en mode, bah, il est probable que Birmingham, ce soit un peu genre, ce qui définit la méta des nationaux parce que, bah, les résultats vont être sans Mm. appel et genre les pros vont en trouver une solution et les gens vont à peu près suivre cette idée et on aura un aperçu de ce qui va avoir lieu après ou de Mm. ce sur quoi on devrait travailler. Mais là, vas-y, tu regardes la méta et tu fais: «Oh, c'est quoi ça là? On est toujours autant dans le flou Ouais, qu'avant. Au secours, aidez-nous!» oui, c'est ça, c'est Et genre. Bah attendez, ça veut dire que Bravo c'est un des meilleurs decks parce que ça bat Dromai et ça bat Lexi. Mais en mais fait, du après, coup tu réalises que genre Lexi, elle a juste à ajouter 3 cartes qu'elle avait enlevées de son side et c'est ça et du coup les tous les games qui étaient bravos à 1 ou 2 HP près, bah les Bravos se remettent à les perdre. Mais du coup, enfin, c'est hyper bizarre. Parce que moi, je pense que Bravo Fatigue, c'est pas un deck qui, maintenant qu'on le connaît, peut continuer à faire ces résultats-là. oui, il a un peu ce À côté part, genre, à part les bons joueurs. bah oui, voilà, à part quand c'est joué par Pablo Pintor, mais parce qu'il y a un argument derrière qui n'est pas l'argument Mais ce du que deck, je me dis, c'est l'argument que, du joueur. un Pablo Pintor avec un Bravo face à, un joueur du même niveau, enfin il y en a pas beaucoup, mais un joueur du même niveau avec une Lexi qui a genre juste les deux trois cartes qu'elle avait enlevées avant, je vois je vois pas comment il gagne, à moins d'avoir vraiment genre tech, salement. Mais on Ouais, verra, ça se ouais. trouve, on aura un Pablo Pintor qui va débarquer avec son Bravo Fatigue là, qui va fatiguer toutes les Lexi du monde et voilà. Et qui va prouver que le deck, quand il est très 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 bien piloté, est potentiellement le meilleur de la méta. C'est ça. Après, ça il fait très penser à Hold'em, hein, genre, vraiment, je regardais les games, j'étais en mode, bah, il lui manque Alors, juste la Crown of Seeds et et vas-y, on n'est pas très loin je, d'avoir le même je- deck. Dans je l'idée. suis, Bien sûr que c'est pas vrai. je suis d'accord, mais en fait, je pense que c'est aussi important, si c'est ça qu'on voit à l'avenir, par rapport à Pablo Pinter spécifiquement ou à des gens comme ça, mais aussi par rapport à des gens comme Michael Hamilton ou comme Mara Faris sur Dromai Press, de rappeler que c'est des gens qui, sur un playstyle ou sur un deck,
sont... En fait, c'est des joueurs et des joueuses qui, déjà, de base, sont au-dessus de la norme. Vraiment, c'est des joueurs qui Mmh. sont au-dessus du lot. Mara Faris, elle est meilleure que au moins 95% des joueurs. Ouais, Hamilton, pareil. Pintor, pareil. C'est des joueurs et des joueuses qui sont exceptionnels. Et en plus de ça, quand ils ou elles sont sur leur deck, vraiment, genre Mara sur Dromayon Press, elle est capable de choses, de résultats, de gagner des games que personne d'autre ou presque dans le monde ne serait capable. Mmh. Elle est capable de. Enfin, en fait, il n'y a personne qui perf avec Dromayon Press, à part peut-être 2 ou 3 sur les 2 derniers BH, à part Mara, qui a quand même fait top 2 Mmh. Worlds, hein, on le rappelle, ou au troisième Pro Tour, je sais plus. Non, troisième Pro Tour, pardon, Trop tôt, ouais, je crois. contre Michael Feng. Mmh. Donc, qui a quand même fait top 2 au Pro Tour 3. Hamilton, il n'y a personne qui a eu la même suprématie que lui sur Islander. Pintor, il a montré entre le calling d'Anvers où il a fait une des games les plus belles de Flesh and Blood avec un comeback insane et là les games qu'il a sortis ce week-end, il montre que sur les decks fatigue, les gardiens fatigue et tout ça, les games où il faut savoir bloquer, c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur du monde là-dessus. Mmh. Et du coup, tout ça pour rappeler que dans l'évolution de la méta, il faut aussi prendre en compte que même si par exemple dans les nationaux, Pablo Pintor gagne avec Bravo Fatigue, c'est pas forcément une fois que les Lexis se seront adaptés. Peut-être que Bravo Fatigue sera toujours le meilleur deck et toujours capable de fatiguer des Lexis qui s'adaptent si on est pixel sur le deck. Sauf qu'il Mmh. faut se rappeler qu'une méta, c'est aussi les decks les plus représentés. Et que s'il faut être pixel sur Bravo pour que ce soit le meilleur deck, il y a plein de gens qui n'en seront pas capables et qui ne le joueront pas ou qui ne perferont Mmh. pas avec. Oui. Comme on le voyait à une époque avec Islander, où moi je trouve qu'il y avait des méta où Islander était très bonne, on le savait, post les résultats de Michael Hamilton notamment. Et il y a une saison de ProQuest sur laquelle il y avait Paul et Kevin un petit peu aussi, et quelques autres personnes qui avaient très bien perfait avec Islander, mais notamment Paul qui, qui avait enchaîné 3 ou 4 wins de ProQuest, je crois. Et il y avait des gens, dont moi, qui jouaient Islander avec un succès bien moindre. Ça voulait pas dire que le deck était pas le meilleur ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il fallait être Il un fallait savoir excellent jouer au jeu. niveau pour le jouer pour que ce soit le meilleur deck ou un des meilleurs decks. Et si tu n'étais pas à ce niveau-là, le deck devenait beaucoup moins fort. Et du coup, il y a plein de gens qui, même en jouant le meilleur deck, ne vont pas perfer. Et du coup, est-ce que ce meilleur deck-là va être le deck qui définit la méta? Pas forcément. Mmh. Voilà. C'était un peu long Ouais. pour ça, désolé. Mais en gros, c'est rappelez-vous que si un deck est très Faut dur à savoir jouer jouer au pour être jeu. Oui. tous les gens que vous allez croiser en tournoi et qui vont jouer dans un tournoi auquel vous vous préparez ne vont pas être des Pablo Pintor ou des Mara Faris ou des Mmh. Michael Hamilton. Et que donc, si Bravo est le meilleur deck uniquement dans les mains de joueurs de ce calibre, bah Bravo n'est pas forcément le meilleur deck au final. Et du coup, ce sera pas forcément celui le plus représenté, et ce sera pas forcément celui qui perfera le mieux et contre lequel vous devez le plus vous préparer. Ouais. Mais du coup, on va passer au top 8. Ouais, Alors en top 8, il y avait, heu, 3 Bravo, dont Pablo Pintor, 2 Katsu, très inattendus, une Usuri, une Islander et une Azalea. Alors on notera, une absente, c'est-à-dire qu'il y avait pas de Lexi en top 8 en fait, donc en fait, elles sont toutes fait sortir. C'est qu'en fait, ouais. les 2 decks les plus représentés du tournoi n'ont pas fait top 8. Voilà. Déjà, ça donne un taux de conversion assez, désastreux pour ces 2 decks-là. Mais du coup, ça donne un taux de conversion absolument scandaleux pour, Katsu et Azalea, et puis Islander aussi d'ailleurs, et Usuri en fait. Et en gros, c'était un top 8 qui était complètement inattendu parce que, bah, en fait, bah, c'est beaucoup de decks, qui pioncent. Enfin, genre les 3 Bravos, ils étaient là pour pioncer. Islander, c'est d'une certaine façon un deck contrôle. Usuri, pareil. Bon, Dekatsu, on savait pas qu'est-ce qu'il faisait là. Mm. En plus, j'ai pas vu les games, donc je sais pas exactement qu'est-ce qu'il faisait là. Mais, c'est un top 8 qui a été gagné par, Islander. Donc, ça fait 3 events de suite en CC qu'Islander gagne, tu vois? Du coup, tu es en mode, bah, Est-ce qu'il y a c'est quelque quoi cette chose? méta-là? Est-ce qu'il y a quelque chose? Genre, est-ce qu'il faut prendre ces résultats comme, argent comptant et genre se dire: «Ah bah, peut-être que Islander c'est un bon deck» et recommencer à le jouer? Et puis en fait, genre, se prendre genre une Lexi ou genre le mauvais deck au mauvais moment et puis, bah, so long?
Donc ça se trouve, ces Islanders avaient une part de chance dans leur victoire, mais quand même, il y a une part de chance. On ne peut pas enlever un talent indéniable des joueurs. Et j'ai pu voir la finale où c'était Pablo Pintor contre un joueur qui s'appelle Samuel Braden, qui est un Britannique local. Et vraiment, c'était très drôle parce que je suis en mode, bah, franchement, on dirait un match-up Islander Oldhim tard l'époque où Hamilton il terrorisait tout le monde. Parce que bah, Pablo Pintor, il avait un plan de jeu. Et puis il l'a déployé. Son plan de jeu, c'était basiquement taper. Taper fort, taper vite avant qu'il meure parce que son adversaire a set-up trop de trucs. Et puis Islander, bah, elle bouille, elle fait descendre les points de vie. Et puis il y a un moment où bah, en fait elle enchaîne E-Strike into Wounded Bull. Du coup, bah, Bravo met toute sa main. Et puis bah, au tour d'après, elle fait Arcane into Arcane. Et puis ça y est, Bravo il a 10 points de vie. Et du coup, Bravo peut plus attaquer parce qu'en fait, s'il bouge le petit doigt, il meurt. Et Mm. voilà, du coup, je suis en mode bah. Je pense que Bravo spécifiquement était probablement très mal barré contre Islander. Genre, je pense que ce Bravo-là, ce Bravo fatigue un peu, genre je pionce Mm. et on attend un peu et tout, était très sensible à des decks comme Islander. Et du coup, bah, c'est stylé que Islander ait gagné. Enfin, c'est stylé. Moi, je trouve ça cool parce que ça a vraiment ce côté. On a un deck qui est très représenté, il y a une réponse à ce deck qui débarque, et puis tu as la réponse adéquate au deck qui Ouais. était censé répondre au deck le plus important, qui s'immisce dans le top 8 et qui en fait ramasse tout le monde parce que Mm. un match-up qui était mauvais pour Islander est plus là parce que bah, en fait le deck qu'Islander grignote, c'est-à-dire Bravo, a dégagé tous les autres mauvais decks, et puis voilà. Et du coup, je trouve ça cool. Je pense que pour avoir regardé en partie la finale et pour avoir vu des échos dessus, a priori, Pintor brique sur une main full rouge à un moment, Oui, oui, il y a une main bien bien qui, rouge sa qui mère. l'empêche qui l'empêche un peu de mettre les derniers points avec des dominates ou des trucs comme ça, quand il est encore assez haut en point de vie et qu'il peut continuer à jouer agressif. Into Samuel fait sa main, sa fameuse Ouais, ça fait E-Strike Wounded strike. Bull. Oh. Et en fait, quand tu prends en compte une main qui brique et qui ne fait rien, Into E-Strike Wounded Bull, Ouais, ça faisait beaucoup à ce ça, moment-là. disons que ça fausse entre guillemets un petit peu le match-up pour moi, tu vois. Et en Oui, bien fait, sûr. Il à y a bien des aussi que. égards, la game aurait pu, et entre gros guillemets dû, être gagnée par Pintor. Je mets des gros guillemets sur le dû parce Oui. que évidemment Mais tu vois, voilà. la Mais chance a été du côté de Samuel et il a oui, gagné, tu vois. oui, On mais notera aussi que Samuel a commencé la game avec un Frostex, tu vois, genre, ça oui, fait non, mais partie des trucs qui aident. bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est juste que du coup, on est sur un setup où comment dire, on est sur un setup où le résultat du tournoi n'est pas forcément celui que le match-up est censé avoir comme outcome, et peut-être que dans d'autres setups, dans d'autres scénarios, Bravo aurait gagné. Après, Islander a tapé 3 Bravo dans son top 8 et a battu les 3. Ouais, c'est Donc ça, ça. Donc en fait, ça montre quand même quelque chose. Et il y a quand même quelque chose avec le deck qui vient de gagner 3 large events en CC, dont un calling, ouais, quand même. ouais. Donc ça montre quand même quelque chose. Après, moi, ce top Moi, il y a 8, un truc. Moi, il y a un ouais, vas-y. truc. Je pense que si Islander a tapé pendant son voyage, pendant les rondes, des Dromai, euh, elle a énormément profité du fait que Empress ait du succès en ce moment. Parce Mm. que enfin, genre, Dromai Big Dragon contre Islander, c'est C'est- gratos. Enfin, genre, ou pas très loin. C'est pas c'est- gratos littéralement, Tu peux gagner, mais mais, mais voilà, la réalité c'est que Dromai a quand même bien l'avantage dans le match-up. Elle touche un ouais. Reg un peu trop tôt, elle arrive à Arsenal, un Oasis Respite et vas-y, c'est gagné. Mm. Slam un Temai, c'est. Voilà. Mais du coup, par contre, en presse, Dromai en presse a beaucoup plus de mal contre Islander parce qu'il y a que des rouges. Et Parce en qu'elle fait, a moins de juste dragons, parce Black que. Ice. Bah, du coup, je pense que si elle a affronté le Dragon, ça s'est probablement fait ressentir à ce moment-là. Ouais, c'est clair. Moi, il y a un truc que je veux dire quand même par rapport à ce top 8, sans Ouais. parler Mmh. forcément spécifiquement de ce qu'il y a dans celui-là, parce que tu as déjà assez bien décrit le fait qu'il était particulier par rapport au nombre de decks représentés au Inattendu. départ. Bien inattendu. C'est-à-dire que quand on regarde le breakdown au départ, on s'attend pas du tout à ça en top 8. Mmh mh. Je pense que
faut rappeler aussi que un top cut en top 8, c'est un des seuls jeux qui fait ça sur des aussi gros tournois, que c'est très 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 punitif, que ça ne prend qu'une infime partie des gens, et que là tu as plein de gens qui sont passés, qui étaient en X2 par exemple, enfin plein de gens, non, tu as quelques personnes qui sont passées en X2, et tu as plein d'autres gens qui étaient en X2 mais qui juste avaient perdu un peu trop tôt, perdu contre la mauvaise personne, enfin qui avaient des tiebreakers un peu moins bons, etc. Et c'est pas pour dire les gens là sont pas légitimes à être top 8, parce que bien sûr qu'ils le sont, et GGAE, et c'est pas du tout pour remettre ça en question, ou même remettre en question la structure des tournois de manière générale. C'est juste que pour regarder une méta et regarder quels decks qui ont perfait, je pense que on peut pas juste s'arrêter au top 8. Parce que là, par exemple, dans le top 8, tu vois, t'as des Katsu qui ont fait X2, qui si juste ils avaient perdu une round à un autre moment, seraient pas là, et à la place, t'aurais peut-être genre 2 Lexi par exemple. Et j'ai pas en tête les images exactes, mais quand tu regardais genre le top 32, t'avais quand même beaucoup de Lexi dedans. Oui. Et c'est juste pour rappeler que même si là dans le top 8, il n'y a pas de Lexi et Dromai, les Lexi et Dromai ont quand même été assez haut dans les tables pour une grande partie. Et que si on regarde un peu plus loin que le top 8, on a un breakdown qui ressemble un peu plus à ce qu'on voit au début en termes de représentation de deck, et qui ressemble un peu aussi plus à la méta qui était anticipée par les gens, en dehors peut-être de cette anomalie du Bravo Fatigue. Mhm. Mais tu vois, on a quand même une plus grande représentation de Lexi, de Dromai. Et voilà, je voulais juste rappeler ça parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens. En fait, j'avais vu cette take sur Twitter par je sais plus par qui, et je suis extrêmement d'accord. Et je trouve que on est. Enfin, il y a beaucoup de gens qui analysent les résultats de tournoi et qui essayent d'en tirer des méta-calls et une analyse de méta en donnant trop de crédit au top 8 et même potentiellement des fois au winner du Mais, top 8 et pas assez de crédit au top 32. Et bien sûr qu'il mais, faut donner du crédit au top 8 et c'est 100% mérité pour les joueurs et joueuses qui l'ont fait et pour les gens qui les gagnent. Et je remets pas du tout en question leur performance à eux et la qualité de leur deck, de leur play, de tout ça. Mais juste rappeler que, bah, par exemple, tu avais peut-être 30 personnes qui étaient à X2, tu vois. Et parmi ces 30, on en a vu que 3 dans le top 8. en fait, je pense que l'élément qui est à prendre en compte aussi, c'est que comment voudrais-tu tirer des conclusions, des théories, etc., d'un top 32 quand celui-ci est très souvent inaccessible, qu'il faut genre déduire les decks en fonction de ce que les gens ont scout sur place. Et genre, Oui. généralement, quand on a des images du top 32, soit c'est un truc sérieux qui est fait par le coverage, ce qui était le cas en l'occurrence, puisque avant le top 8, on avait genre les standings à l'issue de la dernière ronde. Mm. Soit il faut genre traîner sur le bon Discord au bon moment et avoir un gars qui a genre pris une Ouais. feuille, qui a écrit le nom des héros à côté du nom des joueurs et qui du coup en a déduit le top 32. Alors, Et en fait, je pense qu'un joueur qui s'intéresse à la méta, qui suit les informations, etc., mais qui n'a pas l'occasion d'être sur place, le scout, etc., en fait, a un biais cognitif parce que les seules informations auxquelles il a accès, bah, c'est le top 8 en fait. alors, les seules informations auxquelles il a accès facilement, parce que je trouve que maintenant, avec Oui. Twitter, avec les Discord, avec tout ça, là, par Bah, exemple, je crois pendant vraiment que des tu te pages rends du pas stream, compte à quel là, point. là, pendant des pages du stream, alors que le top 8 était annoncé, il montrait les standings après la dernière round, tu vois, pendant les Oui, breaks non, du mais stream. Donc, ce que c'est je veux juste dire, pour c'est dire que faut je les suis d'accord chercher, avec quoi. toi, je suis d'accord avec toi, mais pour moi, ça revient toujours à ce que je dis souvent, si tu es déjà dans une démarche de réfléchir à la méta, de tenter de l'analyser, de tenter de regarder les résultats des tournois sous un aspect de c'est quoi la méta, pour moi, tu es capable d'aller chercher l'information si tu considères Ouais. euh, qu'elle est rentable et qu'elle est importante. Et du coup, je veux juste dire aux gens de faire attention à vouloir tirer des conclusions d'un tournoi en termes de méta et s'en servir pour préparer un événement, pour tout ça, et se dire, ok, j'ai vu telle chose, tel élément, tel machin, je vais le prendre en compte pour mon deck building, mon choix de deck et tout ça, mais de faire que la moitié du travail, entre guillemets. Parce Ouais, je que pense que la conclusion qu'on peut tirer, c'est qu'Islander, c'est le meilleur deck de la méta. Voilà. voilà, exactement. Surtout Parce Islander. que, parce que ce qu'on voit là à l'écran pour les gens sur YouTube, et donc ce top 8 pour les gens qui nous écoutent, avec du coup, comme on a dit, 3 Bravo, 2 Deux Katsu, Katsu. une Islander, une Uzuri, une Azalea, pour moi, ce n'est pas représentatif de la méta qu'on va voir dans les futurs events. Il n'y a pas assez de Dromai, pas assez de Lexi.
Comme on a dit, Bravo Fatigue, c'est pas forcément un deck qui est amené à perdurer d'une manière aussi écrasante dans les méta futurs. Donc, c'est juste pour rappeler qu'il faut pas juste prendre ces 8 decks-là et dire « Ah ok, le meilleur deck c'est Bravo, le deuxième meilleur du coup c'est Katsu, et puis t'as Islander, Uzuri et Azalea qui sont là, qui sont forts. Qu'est-ce qu'on joue contre ça ?» Parce que c'est pas ça que vous allez croiser en tournoi, c'est pas ça que vous allez forcément croiser dans les hautes tables et tout ça. Et du coup, c'était juste pour dire que aux gens qui font l'effort de s'intéresser à la méta et d'essayer d'analyser les résultats des tournois pour préparer leur tournoi suivant et pour faire des choix, ne vous arrêtez pas à la première information que vous trouvez, Après, parce qu'il faut aller potentiellement en chercher un petit peu plus. en vrai, pourquoi les gens feraient cet effort alors qu'on le fait à leur place et qu'on leur délivre toutes ces Voilà, délicieuses informations? exactement. Exactement. Écoutez-nous, quand il y aura des méta, Écoutez-nous. on Voilà. aura passé 1 heure à farfouiller au fin fond des Discord à la recherche des top 32. Voilà. Mais Mais là, voilà. tu vois, typiquement, il était vraiment genre affiché Oui, il est sur très les streams. accessible, je suis d'accord. Et pour moi, il était vraiment représentatif parce que je Bah, pense que moi dans je le top trouve 32, t'avais peut-être au moins une dizaine de Lexi, tu vois. Et du coup, si tu compares au top 32, on disait il y avait 16% de Lexi au départ. Il y en avait genre 33% dans le top 32, tu vois, quelque chose comme ça, quasiment. alors moi, tu Et, vois, et tu vois, une pour moi, ça, c'est une stat qui est, entre gros guillemets, presque plus pertinente que de dire il y a 3 bravos en top 8. ouais, bah, en fait, ça pour moi, c'est un truc que pourrait faire LSS. Quand on participe à un tournoi, on a l'obligation de renseigner le héros qu'on joue. Du coup, il récupère des données, machin et tout. Quand on a les résultats d'un tournoi, on n'a pas le truc genre, en fait, ce serait cool qu'à l'issue d'un tournoi, au lieu de nous parler que du top 8, de nous parler que des events machin et tout, ils drop aussi genre le top 32 avec les héros associés. Ou alors D'ailleurs toutes les même pas personnes qui ont forcément fait, genre si le top 38 c'était les X0, les X1 et genre 3 X2 par exemple, qu'ils nous disent toutes les personnes qui ont fait X2 c'était celle-là et elles jouaient oui, c'est ça. ça. Mais genre, Tu c'est vois, une un truc. liste où même pas forcément besoin de mettre le nom des gens d'ailleurs, en fait, on s'en fout. Mais genre juste dire, bah voilà, le top 32, t'avais X% de tel deck, X% de tel deck, X% de tel deck, et le top 8, c'est ça. Bah, je pense que ce serait une info intéressante, et je pense que ça leur Mm. demanderait pas beaucoup de temps, et ça aurait probablement ce côté très sain. Mais je Ouais, je propose suis qu'on d'accord. parle du Blitz maintenant. Oui, Rapidement, parce que quand moi même. j'ai des choses à dire sur le Ah Blitz. ouais? Bon, alors, en parallèle du calling, il y avait un Battle Hardnet, du coup, le dimanche, qui a eu lieu en Blitz. On va pas s'épancher sur la répartition de la méta parce que bah, c'est du blitz donc un peu la flemme. En vrai, on voulait mentionner le top 8 parce qu'il est intéressant plus qu'autre chose. Le joueur qui a gagné, c'est un joueur qui s'appelle Nguyen Gang, qui a gagné avec Ira Fatigue. Et bah, autant il y a des decks, c'est normal qu'elle ait réussi à les battre, autant il y en a d'autres. Bon, bizarre. Mais vas-y, qu'est-ce que tu avais à dire sur ce top 8? En vrai, déjà, il y a qu'un chain, bizarre. Après, Warmonger lui fait mal, donc je peux entendre. Il n'y a pas de dash, bizarre. Il y a une Kassai, bizarre, et on voit qu'elle s'est vite fait sortir par Kano, normal. Il y a un Faille, je sais pas trop ce qu'il fait là. Il y a un Reinhardt qui n'a pas réussi à battre Kano, bizarre. Il y a Braillard, bizarre, qui a battu Kano, bizarre. Même si je suis pas sûr, parce qu'il me semblait avoir lu que c'était une finale Kano-Ira, mais donc peut-être que Non, c'était une le truc, on a demi-finale, un je écran. crois. Ok, bah donc Ouais. Braillard a vraiment battu Kano, weird. Ira Fatigue, je pense que c'est un bon deck qui bat beaucoup de choses. Je pense que tu as potentiellement un petit peu de mal contre Kassai quand même, parce que la value que Il y a peut beaucoup de apporter les bots contre Kodashi est assez bonne, et il y a des AR et il y a des manières de peut-être proc un peu dominate, des tours de Blood on Runs que tu peux setup et tout. Mais en vrai, Ira a des très bonnes armes de bloc, a une bonne value game si elle fait Kodashi attaque, genre les attaques à 1 pour 5 à la Sensor, ce genre de truc, il y en avait quelques-uns dans le deck, je crois. Enfin, pas Mmh. forcément de Sensor, mais il y avait quelques-unes de ce genre de cartes. La liste, Euh, je l'ai regardée, elle est clean, hein. Moi, Ah j'aime ouais, non, bien. je l'ai vu aussi, la liste fait très bien ce qu'elle veut faire de fatigue. Je pense qu'il y a peut-être. Alors, en dehors du fait que du coup tu gagnes de la value quand tu fais Kodashi et une attaque avec des mains de 2 cartes et que tu as accès à des 1 pour 5 ou des 2 pour 7, du coup, enfin qui deviennent des 2 pour 7 avec ton pouvoir héros, qui ont des bonus, je pense qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'arguments à jouer Ira au-dessus d'autres choses si tu veux jouer fatigue.
Mais ça, c'est encore un autre Ah, débat. flic-flac. Si, flic-flac. Flic-flac, c'est C'est un vrai qu'il y a gros flic-flac. argument pour Non, ce c'est que vrai j'ai qu'il y a fait. flic-flac. C'est le gros argument, c'est vrai qu'il y a flic-flac. C'est non négligeable. Mais tu vois, maintenant, par exemple, en illusionniste, t'as des cartes comme Flicker Trick, t'as des trucs. Tu vois, genre, c'est pas tout à fait pareil, hein, mais tu vois, genre, une Dromai Fatigue, par exemple, t'aurais les Sandcover et les Flicker Trick. Il y a un monde où ça. Enfin, tu vois, voilà. Bref, Mmh. c'est pas forcément le débat que je trouve pertinent, parce que en soi, je pense qu'il y a des decks Fatigue qui sont meilleurs que d'autres, mais après, si vous voulez jouer Fatigue avec n'importe quel héros, vous prenez des blocs sur vos équipements, vous prenez une bonne arme, et puis vous prenez Ouga Booga, tous les trucs qui heal et qui disent défense-réaction, et puis vous êtes parti. Comment ça, Warrior H, c'est ce genre de deck? Voilà, Bizarre. genre vraiment, tu vois, je pense que Warrior H, si Ira Fatigue arrive à gagner en Blitz, Warrior H, il y a un monde où, tu vois, genre, une petite tunique qui garde un shunt en arsenal et tout, ça peut faire autant de value qu'un flic-flac. Bref, tout ça pour dire que Ira n'aurait jamais dû gagner ce tournoi. Voilà, Parce qu'elle a rencontré un Kano. puisque Kano a horriblement misplay en demi-finale. Après la fatigue. À cause de la fatigue, La fatigue. il l'a expliqué sur le channel inter de Kano. Mmh. Il l'a Salaud. expliqué, il a dit j'étais fatigué, il y avait un peu de stress. Le joueur d'Ira a joué un sigil après 30 ou 40 secondes de réflexion alors qu'il avait une main vide. Sigil de l'Arsenal à un timing complètement bizarre qui a genre complètement paniqué le joueur de Kano qui a complètement oublié sa séquence. Et en fait, il a oublié de résoudre l'effet de Lesson in Lava pour aller chercher un Blazing qui tuait à 100%. Et du coup, il a perdu. Mmh. Voilà. Mais la game aurait dû 100% être win par Kano. Ouais, c'est qu'en Et fait, surtout, genre, les decks fatigue, bah, je l'ai expliqué parce qu'on a sorti une deck tech, ce mardi, oui. d'un Yoji, dont le but est de fatiguer tous les decks de la méta. Mais vas-y, tu tombes contre Kano, c'est perdu en fait. Genre, bah, il y a des Alors, cartes dans le deck qui sont censées contrecarrer Kano avec genre des Steadfast, des Respite et tout. Mais en vrai, Kano qui joue correctement et qui fait une pile dès le début de la partie, en c'est vrai, perdu en fait. en vrai, c'est pas 100% perdu parce que avec en fait avec tous les gains d'HP etc. Il y a potentiellement un moment où tu arrives à survivre même à un gros pitch stacking parce que avec seulement 2 hypotes, contrairement à 3 en CC, et l'absence de Wildfire, tes stacks ne mettent pas Oui, forcément autant de dégâts. ils font moins de dégâts. Donc, en fait, ça va en partie dépendre. Et là, par exemple, c'était pas le cas, mais au skirmish, ça le serait. Ça va en partie dépendre aussi de ce que Kano a mis dans son deck pour faire une stack. C'est-à-dire que Mmh. moi, par exemple, dans mes listes à l'heure actuelle, je joue plus Emeritus Colding Rouge. Il faut que je le remette, surtout pour les skirmish, parce que c'est une très bonne carte dans les stacks. C'est une carte qui est moins bonne que d'autres choses au tour par tour, mais c'est une carte qui est très très bonne en stack. Pareil, Sonic Boom, c'est c'est une carte que moi j'aime bien relativement au tour par tour, mais que j'aime de moins en moins, mais qui par contre reste une de mes cartes préférées en stack parce qu'elle permet une activation gratos de Kano et elle t'économise énormément de ressources pour Mmh. faire un spell de plus. Et en fait, là, tu vois, j'ai fait des maths vite fait, et si t'as une Ira qui est à genre 35 points de vie parce qu'elle a gagné genre je sais pas combien et qu'elle a tout AB et que tu lui as Là, mis aucun dégât. là, en vrai, la Ira, elle jouait 4 cartes qui lui font gagner 3 points de vie et 2 Respite. Ouais, donc imagine par exemple, la Ira elle est à genre 32, tu lui as mis vraiment 0 dégâts, elle a un Respite en arsenal, un Respite en main, 3 bleus. Quand tu pars en combo, Mmh. euh, il y a un monde où en blitz, tu n'es pas capable de faire une stack qui va ça. Mmh. Mais ça veut dire que tu as mis 0 dégâts avant, ça veut dire qu'elle a réussi à garder un Oasis en main en plus de sur un arsenal, ça veut dire beaucoup de choses. Franchement, c'est peu Donc probable. Ce que je me dis, voilà, c'est que c'est la peu réalité, c'est probable. que Kano, même si, en fait, en faisant sa stack, il peut genre balancer des gros blast à 6 qui passent à un moment où t'as pas genre les bleus pour bloquer. Et, Oui, et puis, même si t'as B3, qui mettent 2-3 dégâts à chaque fois, puis, en fait, qui leak. on n'est pas à l'abri non plus d'un Kano qui pop off à un moment un peu bizarre et qui arrive à passer genre 6 dégâts. Et en fait, c'est énorme, 6 dégâts dans ce genre Ouais. de situation. Mais voilà. En tout cas, c'était un Materned intéressant. Moi, je trouvais ça marrant que Ira gagne parce que, genre, vraiment, Ira, ça a été genre the deck pendant très longtemps Ouais, en et blitz. ça l'était plus Vraiment, genre, vraiment.
Et Et en là, fait, ça ce qui est revient. amusant, c'est que Drone of Brutality a été unban en Blitz. Quand Mmh. la carte a été unban, beaucoup de gens, moi le premier, se sont dit: «Ah mais du coup les decks fatigue vont revenir en force, ça va être exceptionnel». Bah, je sais pas en vrai, hein, parce que je crois que le temps est passé, hein, entre le moment où Drone était légal et maintenant. Et du coup, genre, maintenant, se dire qu'on va jouer fatigue, waouh, faut être accroché quand même, hein. Bah, disons que pour moi, fatigue Mais en une Blitz, petite ça a toujours le problème que tu as 20 points de vie de base, et que les gens ont juste un tiers de deck en moins pour passer des dégâts et que toi, tu as genre 2 fois moins d'HP pour tanker. Donc oui, ouais, c'est voilà, c'est un peu particulier. Après, bien joué à ce joueur avec sa Ira fatigue. c'est vrai. Je pense que pareil, un peu comme pour le Bravo fatigue, c'est le genre de deck qui, pour moi, une fois qu'ils sont connus, sont plus durs à faire reperf. Même si en Heu, Blitz même si en Blitz, vas-y, il y a pas le side, à quel moment tu planifies d'affronter Ira, Fatigue, tu vois? non, À mais part jouer typiquement, par exemple, différemment à genre chaque juste affronte, oui, non, mais voilà, mais on va juste, faire la par même chose. exemple, les canaux, tu vois? Genre la Ira fatigue, elle croise un ou 2 canaux meilleurs en round, elle est jamais là, tu vois? Enfin, Oui. pas qu'elle a joué enfin, pas que le joueur a joué contre des mauvais Mmh. canaux, Non, mais dans le mais sens la où réalité, c'est qu'un tu canot qui croises sort un ou mieux, elle dit: 2 «C'est gagné», tu vois? voilà, tu croises un ou 2 Puis match-up, le canaux en plus dans tes rounds, ils stack, tu perds. C'est pas oui, pareil, bah, de toute façon, le canot l'a dit lui-même, mmh. sans, son erreur, d'attention liée à la fatigue, il l'a gagné. Donc bah, Ouais, ouais. Mais bon, juste avant qu'on passe à autre chose, pour moi, la plus grosse anomalie, hein, et je n'arrêterai jamais de le dire, c'est Kassai. Pourquoi Kassai est en top 8 alors que le deck. Non, en vrai, il y a Puislander, le deck est un peu meilleur qu'avant. oui. Vous avez le droit de jouer Mais il Kassai, y a le plus deck est il un y a peu. plus que Ka il y a plus que Kano Il n'y qui a plus que boucle Kano. Kassai comme Il y a jamais. plus que, il y a plus que Kano, donc j'accepte. Kassai est à nouveau un deck décent. Voilà. C'est Si un si bon les tier joueurs 2. de Kassai ont la bénédiction de Croissant, alors c'est bon, ils peuvent C'est dormir sur un, leurs 2 oreilles, c'est un super. bon tier 2. Mais du coup, on va passer assez rapidement parce que, on n'a pas envie d'en parler, pendant 1000 ans, sur, l'annonce qui a eu lieu cette semaine, pas très longtemps après le calling. Ça a eu lieu genre hier, il me semble. Mm. De la prochaine édition de Flesh and Blood, qui va s'appeler, Bright Lights en anglais, qui, prendra place dans la ville, de Matrix, qui, sera une édition draftable dans laquelle vous n'aurez que des cartes mécanologistes. Ce qui du coup est intéressant, je trouve, en termes de draft. Genre, ce sera la première fois qu'on a un truc comme ça. Du coup, ça va être un peu bizarre parce qu'il y a pas de signaux à lire en fait, c'est ton pack, il aura juste moins de cartes mécano à chaque fois qu'il arrive entre tes mains, mais il y aura toujours que des cartes mécano. Donc, je sais pas trop quelle forme ça va prendre. Dans la foulée, ils ont annoncé qu'il y aurait dans ces boosters un slot dédié aux réimpressions, notamment une réimpression très attendue, celle de Tunic. Les gens qui n'ont pas de Tunic et qui ne comptent pas en avoir une pour un deck qu'ils veulent jouer, peut-être attendez que l'édition sorte, et s inch'Allah, le prix de Tunic descend un peu. Hem et surtout, bah, le plus bizarre, c'est que, dans le même monde, vous aurez, Dorinthea, qui essaie de boui-boüiter avec son épée, pour menacer Reinhardt, qui tape avec sa masse tel, un bon gros Ooga Booga. Et puis de l'autre côté du continent, vous avez, Dash qui invoque un tank. Un gros méca à la Pacific Rim. Et moi, je trouve ça trop cool. Moi, vraiment, je suis hypé sa mère par, les gros mechas à la Pacific Rim. Je pense que je les jouerai jamais, mais en vrai, quand je dis que je jouerai jamais un héros, je finis par le jouer, donc on verra. Mais vas-y, j'ai vu les cartes, j'ai fait: Gros méca!» Et une des mécaniques intéressantes, un nouveau type de permanent qu'ils vont introduire au jeu, c'est un truc qui s'appelle les Evo, où en gros le joueur mécano peut commencer la partie avec 4 équipements qui en fait ne sont pas des équipements, qui en fait sont des supports à Evo. Et les Evo sont des cartes que vous avez dans votre deck, que vous pouvez jouer pendant votre tour en utilisant un point d'action ou avec la capa d'un des nouveaux héros en instant, et vous piochez une carte. Et qui Nouveau en fait, main. viennent s'équiper sur vos slots d'équipement. Donc on imagine, de la diversité dans les évos disponibles, un peu comme les items de mécano en fait, genre, des trucs ultra spécifiques, mais genre ultra efficaces pour ce qu'ils font, dans le cas où ils voudraient être comme ça.
Et un personnage qui, au fur et à mesure que la partie avance, s'équipe petit à petit d'une armure, heu, d'une armure, qui fait des pch, des brooms et des bzz, et qui, à la fin, fait des trucs stylés. Peut-être, je sais pas, on n'a pas vu les cartes, donc on verra. Et qui, entre temps, envoie des gros robots sa mère, et des gros mechas, Mmh. taper sur l'adversaire. Je pense que la promesse, elle est bien, hein. Moi, j'aime bien la promesse, hein. En vrai, moi, il y a un truc que je trouve intéressant, c'est qu'on a déjà 2 héros. Enfin, on sait qu'il y a une réimpression d'une dash, on connaît pas sa capacité. On connaît la capacité d'un des nouveaux héros. Oui, On connaît un nouveau type de carte, donc Teklovosen. on voit déjà pas mal de choses. D'ailleurs, Teklosoven ou Teklovosen, là, C'est je m'en souviens. Teklovosen? Je crois que c'est Teklovosen. On s'en fout, c'est mon nouveau main. Voilà, D'accord, c'est parce qu'il est je suis en main moustachu, ça, c'est pour Teklo. ça. Je suis en main Teklo. Non, c'est parce qu'il y a littéralement marqué instant et pioche une carte sur la même capacité C'est et la vrai, capacité c'est vrai. est sur le même héros. Voilà, c'est Kano, mais où tu pioches des cartes. Ouais, alors Broken. après, Voilà. on va dire la restriction Kano, la restriction, c'est non-attaque. Là, la restriction, c'est un Evo. M'en On sait fous. pas encore à quel M'en fous. point. Da Les Evo, d'accord. t'en joues 25 et tu pioches 25 cartes. C'est broken. Mmh. Non, en vrai, de manière plus sérieuse, soyons un petit peu sérieux, ils ont annoncé qu'il y aurait a priori 30 items dans le set, sur les genre 250 et quelques cartes, Oui. que les items deviendraient beaucoup plus jouables, enfin que ce serait potentiellement beaucoup plus une mécanique. Ah, On a vu par exemple une carte comme Plasma Mainline je crois que c'était c'est dans dans, Dynasty, Dynasty, ouais, Dynasty. qui est un truc qui permettait pour la première fois de déplacer entre gros guillemets des Steam Des Counters compteurs, pour les ouais. mettre sur un autre item Bah, déjà, et pour améliorer les capacités de ces items-là qui étaient normalement stackés à un counter par exemple des fois et qui permettaient d'aller un peu au-dessus et tout. S'il y a déjà, ce genre de carte et que ce ouais. genre de playstyle se développe, ça peut être très intéressant parce que pouvoir bouger un peu sur les items, en mettre avec des compteurs stackés dessus, genre des items de Arcane Rising qui sont nuls, qui arrivent avec 5 compteurs et qui permettent d'en enlever un pour up une carte, on en a rien à foutre. Mais si tu peux la jouer pour 0, avoir 5 compteurs qui dorment et qu'après tu as des cartes qui, quand tu joues un autre item super fort qui arrive avec 0 compteur, tu peux lui déplacer les 5 dessus et il devient broken et tout, ça peut être hyper intéressant. Donc Ouais. moi j'ai hâte de voir un peu ça, s'il y a un playstyle Peut-être qui peut aussi s'ouvrir par rapport à ça. peut-être aussi qu'ils vont tout simplement donner go again à certains items qui auraient moins Aussi. d'impact que certains, qui existent, actuellement, et que ça fera un peu comme les talismans et les potions. Genre, Ouais, les potions rompiche parce que ça bouffe ton point d'action, les talismans go again. Alors ils ouais, font moins ouais. de trucs, mais ils ont go again. Ah, ça c'est cool. Il y a un C'est monde possible où aussi. c'est une des Euh, façons qu'ils ont de gérer le truc. c'est possible aussi. Après, moi, j'ai hâte pour trois choses, en vrai. La première, c'est j'espère qu'on va avoir d'autres nitro-mécanoïdes-like et d'autres trucs qui Oh transforment ouais. tous tes équipements et Bah ton arme en un super gros robot. alors, Je trouverais ça vraiment stylé. Nitro-Mécanoïd devient vachement plus jouable, maintenant que tu n'as plus vraiment de contraintes sur ton équipement. Justement, c'est la deuxième chose que j'allais dire, c'est que à moins qu'ils ne sortent pas les bons slots d'équipement, on devrait pouvoir avoir, notamment pour la tête, un bon remplacement à visir tronique à mettre dans les match-ups qui ne sont pas des match-ups AB. Et donc, on pourrait potentiellement avoir même un remplacement à Achille. Mais si on a ne serait-ce qu'un truc comme Galvanic Bender pour la tête et pour les jambes, euh, ça devient un bien meilleur payoff et une moins grosse liability de jouer des équipements pour jouer ton gros robot et te transformer un moment. Et Et ça, c'est super cool. Surtout si tu as plusieurs transformations possibles. Voire peut-être même mmh, une qui transforme seulement un équipement, on peut imaginer. Une qui transforme un seul équipement et qui, en fait, quand elle meurt, te faire revenir l'équipement, mais genre sans ses capacités, par exemple, mais juste pour que tu puisses le rééquiper plus tard, le retransformer. Des choses comme ça. On peut imaginer des choses comme ça. mais rien que les évos en soi, en Et vrai. c'est ce que j'allais dire. Et les Evo sont un petit peu ce genre de choses aussi, sauf que tu pars sans équipement, entre guillemets. Mais du Oui. coup, c'est un peu cet aspect-là de ah bah j'équipe, enfin, genre, j'ai des équipements qui sont moins bons de base que si j'avais Tunic et Crown, mais c'est parce qu'ils m'ouvrent la possibilité pendant la partie de faire un truc genre beaucoup plus fort que si j'avais Crown ou Tunic. Et j'aime bien cette idée-là aussi, tu vois. Et du coup, je suis assez hypé par toutes ces mécaniques-là qui en fait enfin, il y a plein de choses dans Mécanologist, mais il y a juste un héros et une façon de jouer ce héros parce que tu Ouais. boostes et du coup, tu as besoin que de cartes Mécanologist dedans et voilà. Et j'ai hâte de voir ce qu'un set entier de Mécanologist peut faire pour la classe en termes de diversité de héros, de playstyle, de deck building. Est-ce qu'on va enfin pouvoir jouer
des mécanologistes avec genre 50% de cartes mécano, 50% de générique parce que tu auras plus besoin de booster à Bah, foison et du coup, tu pourras jouer Clovosen, d'autres choses et tout, tu vois? Non, mais voilà, genre, est-ce il que dit si pas tu qu'on joues a plus besoin de jouer mécano. oui, mais il faut mettre les évos en baniche pour les jouer. Donc peut-être que tu auras d'autres moyens que les booster, mais sinon peut-être qu'il faudra les booster. Bah, Pourquoi il il joue faut depuis les la mettre en baniche baniche? avec sa kappa. Il faudrait les mettre en baniche. Bah, parce qu'avec sa kappa, il les joue depuis la baniche en instant et pour piocher une carte. Alors Donc s'ils non, sont pas non. en baniche Bah, quoi? non, Sakapa a dit: «Une fois par tour en instant, payez 3 ressources, vous pouvez jouer votre prochaine Evo ce tour-ci, comme si c'était un instant. Si vous le faites, piochez une carte». C'est pas contraint à la baniche, mais Ah! tu le Alors fais, c'est tout. c'est meilleur et moins fort que ce que j'avais imaginé. Parce que du coup, c'est pas un plus 1 Et gratos, c'est que mais le truc, c'est que mais tu as si tu besoin de combines ça baniche. avec l'autre, bah, tu peux le faire de la baniche. Donc en fait, si tu boostes et que tu bannis un Evo, il est pas perdu parce que tu utilises la capa de Teklovosen pour le slam de la baniche. Bah, non. C'est juste mieux. Bah si. Ah si, parce qu'il dit que tu peux les jouer de la baniche. Oui, Oui, c'est en fait, ça. tu En peux fait, les il jouer a de la la ligne, baniche. tu peux les jouer de la baniche et En il a fait, une capa qui permet de les jouer en ça permet instant de les et de jouer en piocher instant. une carte quand tu les joues. OK. C'est ça. D'où qu'ils soient. OK. Donc c'est ce que j'avais en Donc tête. en fait, c'est encore mieux que ce que tu avais imaginé. Donc c'est Parce que c'est 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 banger. la contrainte des Evo est même pas liée au fait qu'elle soit dans la baniche. C'est mon nouveau Donc c'est main. encore mieux. C'est mon nouveau main. Allez, friendship with Kano ended. My new friend is Non. Teklo. Et Non, Teklovosen c'est faux. Je serai toujours fidèle à this one. Is so à pretty. Cano. Too much pretty, too much Mmh mh. chill. Mais du coup, ouais, plus sérieusement, donc, pour l'aspect de ce que ça va apporter à Mécano, qui est une classe qui a des concepts intéressants, mais qui est entre guillemets assez délaissée depuis le début du jeu parce que bah il y a eu quelques power cards par-ci par-là en la personne de Teklo et de Pulsewave Harpoon globalement. Mais sinon, t'as pas vraiment eu de renouvellement de playstyle possible parce que même la Nitro Mécanoïde, ça n'a pas vraiment permis de renouveler Surtout, le deck et que surtout, t'as qu'un seul héros qui en plus a pas vraiment de capacité. Donc en on fait, en a 2 mais ouais, mais Datadol, voilà. d'accord, d'accord. En fait, t'as un pool qui est réduit, t'as un héros dans ce pool qui permet pas vraiment Surtout que, d'expérimenter et d'explorer. Et là, tu en devrais vrai, pouvoir quand tu y enfin le faire et ça, réfléchis, c'est cool. c'est le seul héros des 2 éditions d'origine qui n'a pas été, le héros central, enfin un des héros, centraux d'une édition, depuis qu'il est sorti. Parce que les warriors, il y a eu Boltyn, les ninjas, tu as eu, merde, sur Outsiders, Ouais. où ils ont eu plein de nouvelles cartes, ils ont été au cœur de l'édition. Les Oui, brutes, tu tu veux as eu Lévia, bah, il y a pas eu de nouveaux héros dans cette classe, donc il y a pas eu de mais set c'est draftable même avec pas cette ça, classe. que même les ninjas, ils ont pas eu de nouveaux héros, mais ils ont eu beaucoup de cartes parce qu'ils ont été au cœur d'une édition. Mécano, c'est pas le cas. Oui, OK, parce qu'Outsiders, c'était pas un nouveau héros, parce que c'était des rééditions. Oui, mais Ils étaient OK, au cœur, tu vois? Compris. d'accord. Alors sans parler de héros, il y a pas eu la classe Mécano dans un set draftable depuis C'est Arcane ça, Rising. c'est ça. Oui. En fait, les Oui, les les ouais, ouais. cartes mécano, le pool mécano n'a été augmenté qu'avec Crucible of War, Oui, que tout Everfest, petit à petit, Dynasty, ouais, ouais, c'est ça. Et c'est petit tout. à petit à chaque fois. Et pour une classe qui ne joue que des cartes mécano, parce que la mécanique Ouais, de base de la classe, c'est tu ne joueras pas de générique, tu peux même pas dire que le deck profite des génériques qui sont sortis. Parce c'est que, ça. Donc, wesh, tu joues donc tu mécano. vraiment le pool de cartes le plus petit du jeu, quoi. Et ça limitait beaucoup de choses en termes de deck building et tout ça. Et puis même en soi, tu vois, genre il y a des trucs très sympas en mécano, en termes de mécanique pure, mais aussi d'imagerie, etc. Qui est un des autres points que je vais aborder juste après rapidement. Mais si tu veux, enfin même le héros en lui-même, genre Dash, c'est pas un héros qui te pousse à beaucoup de théorie craft parce que genre t'as pas de Ah capacité non, en fait. parce C'est qu'elle juste est en très mode en fait, elle est tu très startes avec un basique. item, genre tu startes avec un Et item voilà. et cet item il définit un peu ton plan de jeu et Elle basta, est tu très vois. Donc vanilla Dash quand même, hein. Dash, elle est vraiment genre, elle est mais vanille sa mère, c'est genre. c'est ça. Et du coup, donc les 2 autres points dont je voulais parler rapidement, en dehors du fait que je suis hype pour ce que ça va apporter pour Mécano en tant que tel, pour la classe dans son ensemble, que ce soit en blitz, en construit et tout. C'est petit 1, le draft. Le draft, je vais pas trop me prononcer dessus parce que bah on n'en a aucune idée et Ah moi je suis que hypé, hein. et que Je genre suis en vrai hypé sur sa mère. Outsiders, on était aussi en mode ouah, c'est la première fois qu'il se passe ça, comment ça va se passer, on savait pas trop. Là, pour moi, c'est pareil. Genre, t'as beaucoup de gens qui vont dire je suis hypé, t'as beaucoup de gens qui vont dire ça va être de la merde. Moi, je suis plutôt team hypé pour le moment, Moi je mais suis je team pense que hypé parce que
on s'attendait à des. Sur Outsiders, on était en mode qu'est-ce qui va se passer? Ça va être bizarre et tout et tout. LSS, ils ont prouvé qu'ils savaient très bien faire des formats de limités et ils Ouais, savent qu'on peut s'amuser d'une certaine manière. Et moi, quand ils disent vous n'allez pouvoir jouer qu'une seule classe, mais vous inquiétez pas, ça va être bien, je suis en mode oui, pas de problème, où est-ce que je signe? Je veux exactement. juste Genre, m'inscrire aux événements. en fait, Faites-moi juste jouer en fait. moi, je suis totalement d'accord avec ça. Je pense que moi, je suis plutôt du côté hypé parce que je fais J'ai confiance à confiance en LSS. LSS. Et c'est pas rien en vrai de le dire. Dire qu'on a Oui, oui, confiance dans l'éditeur du jeu, en vrai, je suis en mode bah tous les mais TCG n'ont c'est pas ça, hein. de ouf, mais c'est super cool de pouvoir le dire et je pense que c'est parce qu'il y a eu plusieurs sets d'affilée réussis en termes de draft, notamment Outsiders, et même si je sais que c'était un peu controversé, je trouve que Uprising était relativement réussi aussi à sa manière, Sa manière. mais Voilà. même si ça a été controversé. Et du coup, ils ont montré qu'ils ont été capables de faire plusieurs variations dans leur façon initiale de faire un set draftable, c'est-à-dire 4 classes, 4 héros, des génériques qui lient le tout. Il y a eu les talents, il y a eu 2 talents, 1 talent, 3 héros, il y a eu à nouveau 100 talents, mais avec 2 héros par classe, 3 classes. Il y a eu plein de petites variations, et là, il y a à nouveau une plutôt grosse variation. Mais à chaque fois, ils ont montré que, limite, le set suivant avec la variation était meilleur que le précédent. Donc moi, je Mmh. leur fais totalement confiance pour réussir encore une fois un bon set de limité avec ce set-là. Qui en plus apporte le fait que on peut jouer avec en ouvrant 3 boosters un peu à la Voilà. Jumpstart sur Magic. Ouais, c'est ça. Ceux qui jouent à Magic connaissent le principe de Jumpstart, qui est exceptionnel, je trouve. Pour les nouveaux joueurs, Pour les c'est nouveaux trop bien. joueurs, ouais. Après, c'est un peu rompiche, mais pour les nouveaux joueurs, Oui, ouais. non, mais pour les joueurs confirmés, ça n'a probablement pas d'intérêt quand on sait que tu peux drafter. Mais pour un Ouais, nouveau joueur, genre, pour moi, ça veut dire que tu fais un opening de cette édition. En tu peux fait, te tu battre. ouvres 3 boosters, tu joues, tu ouvres Tu 3 tapes. boosters, tu joues, tu ouvres 3 Ouais. boosters, tu joues. Je trouve ça trop bien. Genre, Je vous c'est annonce, exceptionnel. je vous annonce déjà qu'on va faire un petit tournoi Tour 0. Peut-être on invitera des gens, peut-être ce sera juste nous On quatre, va mais se on foutre va sur la ouvrir gueule des pendant qu'on ouvre displays. des boosters, c'est On ça? va, on va ouvrir des displays et on va se foutre sur la gueule chez Knight C'est vrai que ça va être avec nos trois très marrant. boosters. Je vous En jure vrai, que je moi, vous jure qu'on va ça organiser va être ça. trop bien. Genre, voilà, c'est impossible que ça n'arrive Et pas. si on l'organise pas avec des invités et un gros truc, je suis sûr que l'opening qu'on fera, on se foutra sur la gueule. Ah oui, non, mais de toute façon, il y aura au minima un opening de ceux qui sont dispo parmi nous quatre, en espérant que ce soit les quatre, avec des petites battles de 3 boosters une fois qu'on les aura ouverts et qu'on aura fait waouh, il y a eu telle rareté, tel machin, et on se tapera dessus. Et après, si jamais on a envie, qu'on a les moyens de le faire, qu'on arrive à faire un truc un peu plus gros avec peut-être 2-3 invités et tout, ça peut être trop cool. Mais il y aura à Oui, minima d'ailleurs, un opening de notre part on en parle. avec petite bataille tour 0. On en parle comme si c'était une évidence. Mais en fait, pour ceux qui n'ont pas lu l'article, ils ont annoncé que le fait d'avoir une édition dans laquelle il n'y a que des cartes mécano permet aux joueurs qui ont acheté 3 boosters chacun d'ouvrir les 3 boosters, d'enlever les jetons et Et d'avoir un de deck stat. prêt à affronter celui de son adversaire. Ce qui fait que bah, pas besoin de deck building, pas besoin de limiter, c'est juste bah, tu fais un espèce de demi-scellé, mais Mm. bah, en fait tu choisis pas ce que tu mets dans ton deck, c'est juste tu ouvres 3 boosters et tu te tapes. Et pour ceux qui jouent à Magic, enfin qui ont pas mal joué à Magic ou qui ont l'habitude des TCG où tu pourrais faire ça avec des boosters, euh, j'avoue que quand j'ouvre des boosters, je trouve ça quand même tellement plus drôle de jouer avec, genre de Mm. faire une espèce de mini partie qui souvent n'a pas de Ouais. sens parce que vraiment, genre, il y en a un des deux qui a ouvert un removal et bah c'est bon, il a gagné, tu vois. Mais c'est juste marrant en fait, Mm. d'ajouter au fait d'ouvrir un booster, déjà le fait de le découvrir parce que moi je sais que je faisais ça sur Magic, c'est tu achètes un booster, tu ne regardes pas son contenu, tu enlèves juste le jeton, tu mélanges ton booster et tu joues. Du Mm. coup, bah, des fois tu vas piocher la carte pour ton tour et tu fais oh sa mère, j'ai ouvert une bonne carte. Et puis des fois, bah, Ouais. tu arrives au bout de ton deck et tu fais bah, il était pas bien C'était le nul. booster du coup. C'était nul. C'était nul. Voilà, et du coup, on pourra faire ça sur Fab. Et ça, c'est cool, je trouve. Ouais, non, mais franchement, c'est très très cool. Juste pour rappeler un tout petit peu les rééditions, puisque tu en as parlé, mais ce sera un slot sur 15 environ, je crois. Donc un peu Ouais. comme les Coldfoil. Donc ce sera, enfin, même pour la tunique ou ce genre de carte, ça risque de Ah pas ouais, ça faire fera pas de jaune. énormément baisser le prix. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que Mais c'est des réimpressions. c'est pas juste un slot de réédition. C'est aussi un slot de nouvelles cartes qui s'incrustent bien dans le lore, etc. pour
Construit et tout? d'autres héros pour le construit. C'est-à-dire que Mais tu ce serait pourrais pas avoir, par légal exemple, illimité une du carte coup? de Ce sera gardien. comme un Non, ce c'est sera en le fait, c'est slot sur le slot CF. token. C'est sur le Ouais, slot tu token. l'ouvres pas. Enfin, tu En fait, la joues pas, quoi. il Tu y a la 2 draftes slot pas surtout. tokens. Il y a 2 slot tokens. Depuis Uprising, sur les 2 slot tokens, on peut avoir une call foil. Donc un Ou token, une call Marvel foil au lieu ou de un 2 truc, tokens. un peu stylé et tout. Cette call foil, comme elle est sur le slot token, elle n'est pas draftée. Vous la gardez, mais vous ne la draftez pas dans votre pool de cartes draftables. Là, c'est pareil. À la place de 2 tokens, vous pourrez avoir un token et une carte, soit rééditée, soit une toute nouvelle carte d'une classe haute que mécanologiste, parce que ça s'inclut bien dans le lore. Par exemple, il y a des images, là, je crois, qui ont fuité dans les articles de Matrix, où on a l'air de voir quelqu'un qui ressemble à Usuri. Bah, c'est possible qu'il y ait genre une ou deux cartes assassins dans le set qui soient sur Mmh. ce slot-là, et que ce soit des Majestics, des légendaires ou autres, on ne sait pas, probablement pas des légendaires, probablement plus des Majestics ou des rares ou communes. Mais du coup, je trouve ça trop cool que, genre, en fait, ils s'autorisent à, tant que ça reste en lien avec le lore, parce qu'ils sont très drivés par le lore quand même, LSS, dans leur sortie d'édition, etc., dans quelles cartes ils sortent et tout, mais qu'ils s'autorisent à avoir une manière de sortir des trucs qui ne vont pas avec le set de draft, qui n'interfèrent pas avec, mais qui permet quand même, lors d'un set de draft, d'amener du support pour les gens qu'on drafte pas. Moi, le seul Et ça, je souci trouve que j'ai que c'est avec cool, ça, surtout de le lancer sur un set où, a priori, tu ne vas avoir que des mécanos, ou peut-être un peu de générique, mais genre, pas du tout d'autre chose, tu vois. le seul souci que Et j'ai avec ça, c'est que si ce sont des cartes pertinentes, leur rareté, parce qu'il y en a peu, parce que tu en ouvres une que tous les 15 boosters, pourrait, les rendre moins accessibles pour les joueurs et ça, je trouve ça dommage. je suis Mais ils ont d'accord déjà qu'il prouvé faut avec faire les attention. foils qu'en vrai, une carte ultra rare, on s'en fout parce que de toute façon personne ne veut la jouer, mais qu'elle est cool quand tu l'as. Donc, de toute façon, ce seront des cartes comme ça. Mais du coup, bah, ça aura moins d'impact parce que bah, on s'attend pas à ouvrir genre une Warmongers Diplomatie une fois tous les Ouais. 15 heures. Et puis des fois, c'est pas ce que t'as. Et puis en fait, t'as une Cold Foil, genre un équipement Cold Foil de merde. Et tu fais, bah, vas-y. Bon. Ouais, faudra surveiller. Moi Faudra voir. j'aime bien la théorie Oui, du moi aussi. packaging. J'aime. J'aimais. Faudra voir ce que ça donne dans la réalité. Effectivement, s'il y a des cartes qui paraissent fortes, est-ce qu'elles seront très chères à cause de leur rareté dans ce slot-là et tout ça? Faudra voir. Voilà. Mais voilà, moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Genre, pourquoi on draftera que du mécano? C'est-à-dire, qu'est-ce qui créera les archétypes? Qu'est-ce qui créera nos choix et nos signaux dans le booster? Est-ce Mhm. que ce sera parce que dans chaque booster, tu auras une carte Evos, une carte machin, et que du coup, quand la carte Evos a été prise, tu sais que bah, tu as les deux autres archétypes qui sont libres, etc. Est-ce que c'est parce que, un peu à la Magic, tu vas avoir des archétypes? Alors, Magic, il y a aussi les couleurs qui font tes choix, mais dans un set de draft à Magic, tu as vraiment ce côté où bah, l'assemblage blanc-noir, c'est parce que en blanc et en noir, tu as des cartes qui vont bien ensemble et qui synergisent et que ça donne un archétype. C'est pas juste parce que on a du blanc, on a du noir. Et là, ça va peut-être être pareil. Ça va peut-être être en mode, tu auras des cartes, genre tu auras des communes qui seront toutes mécanologistes, super, on peut les jouer dans les 3 héros, super. Sauf que tu en as une qui dit par exemple, lorsque vous boostez un item, fait un truc, bah, vous allez plutôt vouloir prendre des items. Et si parmi les 3 héros, vous en avez un qui dit lorsque vous boostez un item, fait un truc aussi, bah c'est peut-être plus vers ce héros que vous allez vous orienter. Et du coup, quand vous allez prendre les 2 premiers items et la carte qui dit quand vous boostez un item, fait un truc, vous allez plutôt chercher à continuer dans cette piste-là, plutôt qu'à aller prendre des Evos ou des trucs comme ça qui marcheront moins bien. Donc peut-être que c'est ça qui va faire juste qu'il y aura des cartes qui donneront des archétypes à l'intérieur du set draftable. Mais voilà, moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Oui. Le dernier truc, et ce sera mon mot de la fin, c'est Ouais. juste parce que j'ai vu que le débat avait été bien lancé sur le Discord France. Et moi, j'ai pas forcément d'opinion encore, parce que j'attends de voir un peu plus de lore et tout. Mais du coup, je lance le débat pour tous les gens qui nous écoutent. Qu'est-ce que vous pensez du fait que dans un environnement avec des brutes qui se battent à base de gros cailloux et d'armures en Que j'ai dit. pierre, oui, mais genre, à quel point vous trouvez ça logique ou illogique pour une licence qui se targue d'avoir un lore très poussé, très construit, qu'ils respectent beaucoup, qui drive beaucoup de leurs décisions en termes de sortie, qu'il y ait dans une des nations du monde de race des mecs super évolués avec une technologie ultra avancée qui font des robots boum boum,
qui sont capables de tuer tout le monde, et qu'à côté, t'es des gens qui se battent avec des bâtons. Et, Alors, et surtout, comment on justifie derrière que ces gens-là se rencontrent et qu'il n'y en ait pas un qui annihile l'autre de manière genre totalement gratuite et sans sommation. Et voilà, tu vois, comment... parce que la masse de Reinhardt résiste aux tirs de canon laser des mécanos. Non, en vrai, tu pourrais avoir une théorie qui justifie avec le lore, mais quand on dit le lore, ce serait que l'énergie qui alimente tous ces trucs-là, le techlo, euh, soit un truc qui, géographiquement parlant, a énormément de mal à aller ailleurs que cet endroit-là. Du coup, toute la technologie serait concentrée à Matrix, parce qu'en fait, tu ne peux pas déplacer la source d'énergie. Et dans les cas où Dash rencontre Reinhardt, j'ai pas d'explication. Mais C'est un pour peu le plus faible. lié à pourquoi tu as des tanks là-bas et pas ailleurs, bon, Non, le mais fait de alors, ne pas les déplacer parce que tu n'as pas d'énergie, bon, vas-y, j'aime bien, tu vois. Alors ça se tient. non, mais moi je pense qu'il y a des explications sur le fait que il y ait des régions plus ou moins évoluées. Le simple fait que, par exemple, ce soit une technologie que t'aies pas envie que les gens... Enfin, genre, tu peux la garder pour toi ou tu peux ne pas avoir dans les Savage Land avec des gens qui sont plus primitifs. Tu peux ne pas avoir du tout de cerveau qui a été capable Ah, de parce que Reinhardt, designer il est cette technologie, primitif. etc. Un petit peu. Ah ouais. Reinhardt est un petit peu primitif. C'est pas parce qu'il fait Ouga Booga qu'il est Genre, primitif. alors, Je j'ai te pas dit trouve ça. bien critique. J'ai pas dit ça, mais Reinhardt est Quand un même. peu primitif. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que C'est parce tu que vois, t'es donc vert tu que peux. tu dis ça. Ouais, un peu, un peu. Donc tu peux avoir un peu ce côté-là de genre, c'est parce que il n'y a pas forcément la capacité technologique, scientifique, de ressources, comme tu disais, tu vois, si le Teclo ça marche qu'à Matrix, etc., qu'il n'y a pas une aussi grande avancée. Ça, je pense que ça s'entend parfaitement et ça peut être un truc qui vraiment se tient, se développe dans le lore et tout. Moi, c'est plus par rapport à. Mais un peu à la manière des jeux comme League of Legends et tout, quand la base de ton jeu, c'est que tous ces héros-là s'affrontent, comment tu justifies à un moment donné, si dans le lore, t'as un affrontement entre Dash et Reinhardt, que Reinhardt se fasse pas exploser la gueule. Parce C'est sûr que tu que justifies qu'il n'y ait pas d'armure ultra technologique dans les Savage Land, je comprends. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est facile à faire. Que tu justifies que la rencontre ne soit pas one-sided, sache tu qu'il vois. y a vraiment une carte qui s'appelle Dark Smash. Terminator. Non, mais il y a une carte là, c'est Terminator Ah Tank. oui. Ça a l'air d'être un gros méca à la Pacific Rim qui fait la taille d'un demi-immeuble. Tu te dis, Je te jure que tu mets c'est ça une dans le attaque action démonastérie. card. Attends, mais c'est une attaque action card qui attaque à 6. Ça veut dire que si Bravo a décidé de la bloquer, il met une armure en plaque, son Iron Rot Legs et genre ses Crater Fist Gauntlet, fait de métal et de quelques lanières de cuir, et ça bloque le tank qui fait la taille d'un immeuble. Bon, en termes de flavor, on a vu plus cohérent. Non, mais tu Mais vois, moi je trouve moi, que je voilà, pardonne parce que c'est un tank. ça Parce va que c'est alors. un robot qui fait la taille d'un immeuble, C'est c'est un tonk, pardonné. donc il J'autorise. peut faire. Voilà, on lui laisse, c'est notre petit chouchou, c'est bon, tu l'as. Non, mais C'est voilà, trop. genre, tu vois, typiquement, alors je sais qu'il y a aussi beaucoup de magie et de pouvoir dans Race, et ça permet aussi des contrepoids de pouvoir, parce que technologie versus magie, la technologie est pas forcément meilleure, même si elle est très avancée et tout. Donc ça, ok, tu vois. Mais typiquement, même s'il y a des pouvoirs avec les dieux de la lumière, les démons des monastéries, etc., machin, des trucs comme ça, je pense que tu ramènes une armée de robots comme ça qui vient de Matrix, et tu les envoies pour aider Solana ou pour aider des monastéries. Ouais. À la guerre qui dure depuis des années, voilà quoi, tu vois. Boltin, il rentre pas vivant. Hein, genre le démonastérie, il en achète quelques-uns, tu vois. Sur un Mais donc voilà. malentendu, il y a un Donc petit disons que. mélange gros tank avec un démon. Non mais voilà, tu vois. Voilà. Donc disons que Et là, on moi, s'amuse. Et là, tu as un shadow mécanologiste. moi en Ouais, vrai, l'idée est exceptionnelle. J'adore. j'ai beau ne pas avoir. Enfin, ne pas suivre très assidûment le lore, etc.
je sais que c'est un truc qui m'intéresse quand même un peu dans le sens où Et qui est c'est important pour pas mal de gens aussi. exactement, c'est très important pour mal de gens, mais surtout c'est très important pour LSS. Et en fait, à partir du moment où c'est très important pour LSS, du coup, c'est aussi un truc où je les attends. Surtout quand tu as un des game designers qui sort un set qui s'appelle The Still Down et qui dit que la justification derrière certaines cartes qui paraissent des cartes de limité, c'est juste que ça permet de faire des beaux artworks ou de créer des cartes de lore avec des textes d'ambiance, des trucs comme ça. Et du coup, si genre le lore, c'est legit une raison de sortir une carte où on sait qu'elle sera pas jouée ou très peu jouée en construit dans les formats, etc., dans un set qui n'est pas du limité, donc que la carte juste, elle va genre rester dans un classeur ou dans une poubelle, entre gros guillemets, mais que la raison de la sortir quand même, c'est le lore, bah derrière, Fonctolor, ils sont impeccables, tu vois. Oui, c'est Et un là, des trucs auxquels j'ai pensé quand j'ai vu l'édition, je suis en mode: «Ah ça a l'air bien, mais bon je les attends au tournant quand même, voilà, pour moi, ils ont prouvé qu'ils savent faire des sets de limité, donc ça, j'ai pas de souci, je les trust. Ils ont prouvé qu'ils sont dans un bien meilleur setup en termes de testing pour leur sortie, pour leur nerf, pour leur ban et tout, pour le CC. Le Blitz, c'est un peu à part, mais pour le CC, qu'à une époque, à l'époque Briar Starvo notamment. Et ça, pour moi, c'est notamment prouvé par le ban de Bullseye's Bracer qui s'avère extrêmement bon et extrêmement fin. Et donc ça, je les trust aussi. Genre, je les trust pour que l'édition apporte du bon en termes de méta CC, de changement, etc. Là où j'ai une grosse interrogation du coup, c'est le lore. Et même si moi, à titre personnel, je m'en fous qu'il y ait genre des grosses brutes vertes avec des marteaux et des gourdins qui se tapent contre genre des gros tanks et que ça existe dans le même univers, des gens ultra avancés technologiquement, des gens qui font de la magie avec des bâtons et des boules de feu, et des gens qui juste se tapent avec des armes du Moyen-Âge, ça me dérange pas. Mais s'ils se rencontrent, faut qu'il y ait une logique à comment se passe la rencontre. bah, faut qu'ils leur donnent une logique. C'est Après, ça. moi j'avoue, je viens de Magic. Dans Magic, ça fait, bien longtemps que, ça n'a aucun sens que dans certains affrontements, tu aies, genre, une espèce de créature mécanologique, qui fait de métal et qui fait l'attaque d'un immeuble, qui se fasse détruire par, genre une bourrasque de vent, lancée Mmh. par un magicien, tu vois? Donc, bon, Si pourquoi le vent pas? est très puissant. Si le vent est très puissant. Après, tu as aussi des cartes, enfin, genre, tu as des cartes blanches, c'est une passe d'armes avec une épée, genre une rapière des stocks. Et Mmh. la carte, dans la situation, arrive à détruire, une créature qui genre, est interstellaire et te bouffe des mondes, tu vois? Oui, Tu non, mais de fais toute façon, dans les cartes avec lesquelles on joue après et les situations en jeu, il y a forcément des trucs un peu oui, je te particuliers propose aussi, et voilà. Mais dans la sortie des cartes et dans la sortie des articles et du lore qu'ils font autour de ces cartes et de leurs personnages qu'ils poussent beaucoup, le fait qu'ils rééditent les mêmes héros, etc., c'est aussi un argument à ce lore. Parce que là, du coup, il va y avoir une nouvelle dash, il faut qu'elle ait un lore. Genre, pourquoi il y a une nouvelle dash? Pourquoi c'est pas la même que l'extraordinary machin, pourquoi c'est. Tu vois, tous ces mmh, trucs-là, c'est des choses sur lesquelles il va falloir qu'ils soient bons pour que ça fonctionne, de mon point de vue. Et moi, je ouais. vais les attendre. Enfin, moi, à titre personnel, en tant que client du jeu et adorateur du jeu, je vais les attendre là-dessus. Sur ce, je te propose qu'on conclue cet épisode qui était probablement vachement plus long que prévu. Enfin, oui et non. Ouais, mais c'est parce qu'on Et a deux sujets, on en donne plus aux viewers, c'est pour ça. c'est Vous avez vrai, des épisodes longs, mais parce qu'on vous parle de plusieurs trucs. c'est vrai. Du coup, merci de nous avoir Voilà. écoutés jusque-là. On vous donne rendez-vous, mardi prochain pour un deck et dimanche prochain pour un nouvel épisode de Tour Zéro. Et sur ce, bah, à la semaine prochaine et bah, portez-vous bien et amusez-vous bien, sur Fashion Love.